Nous sommes en 1935, en Allemagne nazie. Une jeune femme ouvre une lettre marquée du sceau noir de la SS. Ce n'est pas un avis de conscription. Ce n'est pas une convocation au travail. Ce n'est pas un avertissement. C'est une invitation. La lettre l'informe qu'elle a été sélectionnée racialement par l'État allemand. Ses ancêtres ont été retracés sur plusieurs générations. Son crâne a été mesuré. Ses yeux, ses cheveux et sa structure osseuse ont été répertoriés. Sa lignée a été certifiée par des médecins qu'elle n'a jamais rencontrés. Selon le régime nazi, elle possède quelque chose de rare. Du bon sang. Et maintenant, l'État attend d'elle qu'elle s'en serve. Pas pour un emploi, pas pour le service, pour des enfants. Des enfants qui naîtront pour le Reich. Des enfants qui appartiendront au futur d'Hitler. C'était le programme Lebensborn, l'une des expériences sociales les plus troublantes du Troisième Reich. Créé en 1935 par le chef de la SS Heinrich Himmler, le Lebensborn était présenté au public comme un réseau caritatif de maternité aidant les mères en difficulté. Mais derrière les murs propres des hôpitaux et les documents soigneusement rédigés, se cachait quelque chose de très différent, un programme de reproduction géré par l'État. Les femmes jugées racialement valables étaient encouragées ou poussées à avoir des enfants avec des membres de la SS. Les bébés nés dans ces foyers étaient enregistrés, étudiés et parfois enlevés pour être élevés par de fidèles familles nazies. Et alors que la guerre s'étendait à toute l'Europe, le programme s'est encore assombri. Des unités de la SS ont commencé à enlever des enfants dans les pays occupés, en Pologne, en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, à la recherche de garçons et de filles, au profil arien. Ceux qui réussissaient les examens raciaux recevaient de nouveaux noms allemands et étaient placés dans des familles allemandes. Leur passé était effacé. Leurs parents restaient à la recherche d'enfants qui avaient tout simplement disparu. À la fin de la guerre, des dizaines de milliers d'enfants étaient nés ou avaient été absorbés par ce système. Beaucoup ont grandi sans jamais savoir qui ils étaient vraiment. Certains n'ont découvert la vérité que des décennies plus tard. D'autres cherchent encore aujourd'hui. Ce n'est pas l'histoire d'un champ de bataille ou d'un camp de concentration. C'est l'histoire de quelque chose de plus silencieux, de plus bureaucratique et, à bien des égards, de plus troublant. Un régime qui a tenté de fabriquer une race supérieure, non seulement par l'idéologie et la guerre, mais par la naissance elle-même. C'étaient les enfants engendrés pour Hitler. Comment le programme a-t-il commencé? Combien d'enfants ont été enlevés? Et qu'est-il advenu d'eux après l'effondrement du Troisième Reich? Pour comprendre cette histoire, nous devons commencer par l'homme qui l'a imaginé. Un homme qui croyait que l'avenir de l'Europe pouvait être planifié comme un programme d'élevage dans une ferme. Heinrich Himmler. Pour comprendre le Lebensborn, il faut d'abord comprendre Heinrich Himmler. Pas l'uniforme, pas le grade, mais l'homme qui se cache derrière. Né en 1900 à Munich, Himmler était le fils d'un instituteur. Jeune homme, il était tout à fait quelconque. Il a suivi une formation d'agronome. Il tenait des journaux intimes méticuleux, remplis d'observations sur l'agriculture, la discipline et la race. Bien avant de commander l'organisation la plus redoutée du Troisième Reich, il élevait des poulets sur une petite propriété et étudiait la sélection du bétail. Le langage de la génétique et de l'agriculture ne le quittera jamais. Il a simplement trouvé un terrain d'expression plus vaste. Himmler a gravi les échelons du parti nazi à la fin des années 1920 et au début des années 1930, se liant à Adolf Hitler avec une loyauté totale et inconditionnelle. En 1929, il était le Reichsführer SS, le chef de la SS qui comptait à l'époque moins de 300 hommes. En une décennie, il l'avait transformé en une force de centaines de milliers d'hommes, un État dans l'État, un appareil policier, un service de renseignement et un organe d'application raciale, le tout fusionné en un seul. Au cœur de la vision du monde de Himmler se trouvait le concept de race aryenne, une construction pseudo-scientifique mythifiée, postulant l'existence d'un peuple d'Europe du Nord biologiquement supérieur. Ce n'était pas une idéologie marginale.
C'était la doctrine nazie dominante. Mais Himmler est allé plus loin que presque n'importe qui d'autre. Il ne s'intéressait pas seulement à la protection de la race aryenne contre ce qu'il appelait la corruption. Il voulait activement la reproduire pour assurer sa domination. Le problème, tel que Himmler le voyait, était démographique. L'Allemagne avait perdu près de 2 millions d'hommes pendant la Première Guerre mondiale. Le taux de natalité était en baisse. Les mauvaises personnes, selon le calcul de Himmler, se reproduisaient trop librement. Et les bonnes personnes, grandes, blondes, en bonne santé, d'ascendance germanique certifiée, ne se reproduisaient pas assez vite. Sa solution n'était pas subtile. Dans un discours de 1935, Himmler a soutenu que chaque SS avait le devoir racial d'engendrer des enfants, pas seulement dans le cadre du mariage, mais en dehors si nécessaire. L'illégitimité, déclarait-il, n'était pas une honte quand la progéniture avait une valeur raciale. C'était un service rendu à la nation. C'était une rupture radicale avec la moralité allemande conventionnelle. L'Église, la société conservatrice et même beaucoup au sein du parti nazi trouvaient l'idée troublante. Mais Himmler ne s'intéressait pas à la moralité conventionnelle. Il construisait un avenir biologique. C'est ainsi que le 12 décembre 1935, date choisie par Himmler pour son symbolisme délibéré, car c'était le solstice d'hiver dans l'ancien calendrier nordique, l'organisation Lebensborn fut officiellement fondée. C'était une association déclarée, un organisme quasi caritatif, financé en partie par les cotisations des membres SS. Son but officiel était de soutenir les mères de valeurs raciales et leurs enfants. En pratique, c'était l'infrastructure institutionnelle de tout ce que Himmler avait planifié. L'acte fondateur était explicite. Le Lebensborn existait pour soutenir les familles nombreuses répondant aux critères raciaux et héréditaires, pour prodiguer des soins aux mères de valeur raciale, pour s'occuper des enfants issus de telles unions et, surtout, pour garantir que les enfants nés hors mariage, issus de liaisons entre SS et femmes certifiées racialement, bénéficient d'un soutien institutionnel et d'une voie vers la légitimité. Dès le premier jour, ce n'était pas une organisation caritative. C'était un programme de reproduction. Mais qui exactement serait sélectionné pour cela? Comment la machine de mesure raciale fonctionnerait-elle en pratique? Et qu'est-il arrivé aux femmes qui sont entrées dans son réseau? Des femmes qui, souvent, n'avaient aucune idée de ce à quoi elles participaient réellement. La réponse résidait dans un système si méthodique, si administratif, si typiquement allemand dans sa paperasse et sa procédure, qu'il masquait presque totalement sa nature. Le premier foyer Lebensborn a ouvert en août 1936 à Steinering, une petite ville au sud-est de Munich. De l'extérieur, il était banal. Une grande maison de campagne, en retrait de la route, entourée d'arbres et de jardins. Il avait l'allure d'un sanatorium privé ou peut-être d'une pension de famille haut de gamme. Les infirmières portaient des uniformes. Le terrain était bien entretenu. Il y avait une crèche, un réfectoire, une aile médicale. À l'intérieur, le processus était clinique. Chaque femme demandant son admission dans un foyer Lebensborn subissait ce qu'on appelait un examen racial et biologique. Ce n'était pas un test unique. C'était une batterie d'évaluation menée par des médecins affiliés à la SS et des spécialistes raciaux. On mesurait les dimensions du crâne, la couleur des yeux, la texture des cheveux, le teint, la taille et les proportions du corps. On retraçait les arbres généalogiques sur plusieurs générations, à la recherche de preuves d'origine juive, rome, slave ou autre. Dans la terminologie nazie, une ascendance indésirable. On examinait les antécédents médicaux pour déceler des maladies héréditaires, dont l'épilepsie, les maladies mentales et certaines affections chroniques. Les examinateurs étaient, selon le régime, des scientifiques raciaux, mais leur science n'en était pas une au sens légitime. C'était de la mesure au service de l'idéologie. Les critères appliqués étaient à des constructions pseudo-scientifiques ancrées dans l'eugénisme du XIXe siècle, dépourvues de la moindre rigueur. Ils cherchaient un type, et si une femme correspondait à ce type, elle était acceptée. Si elle ne le faisait pas, elle était renvoyée.
Le programme fut initialement conçu autour d'un ensemble de circonstances précises. Un homme de la SS avait eu un enfant avec une femme qui n'était pas son épouse. La femme faisait face à la stigmatisation sociale, à la précarité et au problème concret d'élever un enfant seul. Le Lebensborn offrait une alternative. Elle pouvait demander à intégrer un foyer durant sa grossesse, recevoir des soins médicaux, accoucher dans un cadre contrôlé et bénéficier d'un soutien pour elle et son enfant par la suite. En retour, la SS enregistrait la naissance. L'enfant était alors enregistré comme un enfant du Reich. L'identité du membre de la SS n'était souvent pas révélée, même dans les registres. Son rôle était génétique. Sa paternité était un secret d'État. Mais le programme s'est rapidement étendu au-delà de ce cadre initial. À la fin des années 1930, les foyers Lebensborn ne recevaient plus seulement des femmes déjà enceintes. Ils facilitèrent les rencontres. Les hommes de la SS étaient encouragés à fréquenter ces foyers. Les femmes au profil racial approprié étaient conviées à des événements sociaux, des loisirs et des programmes de vacances. L'intention n'était pas ambiguë. Le Reich voulait que ces personnes procréent ensemble. Himmler lui-même était explicite à ce sujet dans sa correspondance interne. Il écrivait que le devoir des Allemandes de valeur raciale était d'enfanter, quel que soit leur statut matrimonial. Il décrivait les enfants illégitimes des SS comme des cadeaux à la nation allemande. Il expliquait à ses administrateurs que toute femme refusant de participer pour des raisons morales ne comprenait simplement pas son obligation envers son peuple. Les foyers eux-mêmes n'étaient pas austères. Ils étaient délibérément rendus confortables. Bonne nourriture, soins médicaux adéquats, cadres attrayants. Himmler comprenait qu'il demandait aux femmes de participer à quelque chose que la société allemande jugeait encore honteux. Le confort était une incitation. La légitimité institutionnelle était une réassurance. Et pour certaines femmes, jeunes, célibataires et sans ressources, l'offre était vraiment difficile à refuser. Certaines y entraient volontairement, d'autres sous la pression sociale. Certaines, surtout plus tard dans les territoires occupés, y entraient dans des conditions impossibles à distinguer de la coercition. La frontière entre participation et contrainte n'était, par dessein, jamais clairement définie. En 1939, 8 foyers Lebensborn étaient en activité en Allemagne. Des milliers de femmes y étaient passées. Des milliers d'enfants étaient nés entre leurs murs. Et le programme allait s'étendre d'une manière que ses architectes n'avaient pas publiquement envisagée. La guerre approchait. Et avec elle, quelque chose de bien plus sombre que tout ce qui s'était passé jusque-là. Franchissez la porte d'un foyer Lebensborn, et la première chose qui frappait le visiteur était l'ordre. Tout était propre, tout était organisé. Le personnel agissait avec efficacité, les registres étaient impeccables. Des femmes enceintes arrivaient à différents stades de leur grossesse. Elles passaient des examens physiques, recevaient une chambre et intégraient la routine du foyer. Le régime était contrôlé. Apport calorique adéquat, attention aux vitamines, pas d'alcool, pas de tabac. Il y avait des promenades quotidiennes, des bilans médicaux, de l'exercice léger. Dans certains foyers, il y avait des conférences. Sur la maternité, sur les devoirs de la femme allemande de valeur raciale, sur la noblesse de porter des enfants pour le Führer. Les accouchements étaient assistés par des médecins SS et des sages-femmes formées. La mortalité infantile était suivie. Les résultats de santé étaient consignés avec la même méticulosité que pour l'élevage du bétail. Car c'est, par essence, ce qu'ils étaient. Des registres de bétail. Les enfants nés dans ces foyers n'étaient pas, pour les responsables du programme, de simples enfants. Ils étaient les produits biologiques d'un processus délibéré. Après la naissance, les femmes faisaient face à un choix, bien qu'en pratique le mot « choix » revêt un sens complexe. Elles pouvaient garder leur enfant et quitter le foyer avec une aide financière ou bien remettre l'enfant à la SS pour un placement. Les enfants placés étaient adoptés par des familles SS, soigneusement choisis pour leurs critères raciaux et élevés comme citoyens modèles de la nouvelle Allemagne. Certaines femmes prenaient cette décision librement, d'autres subissaient des pressions.
Dans certains cas, des femmes qui comptaient garder leur enfant se retrouvaient prises dans un système bureaucratique qui rendait cela extrêmement difficile. Les foyers conservaient les documents juridiques. La SS contrôlait le processus d'adoption. Une jeune femme sans ressources, sans soutien familial, sans mari, elle pouvait soit combattre le système, soit signer les formulaires. Beaucoup signaient les formulaires. Les enfants adoptés par des familles SSS recevaient de nouveaux noms. Leurs actes de naissance originaux étaient souvent scellés ou modifiés. Ils étaient élevés sans savoir comment ils étaient nés, qui étaient leurs parents biologiques ou quelle institution les avait placés. Certains ont grandi dans des foyers aimants, d'autres non. On leur racontait une version de leurs origines qui était, au minimum, incomplète. Les anciens enfants Lebensborn, ayant témoigné plus tard, décrivent une expérience spécifique et récurrente. Le moment de la découverte. Les vieux documents, les dossiers scellés, les registres que le gouvernement allemand a mis des décennies à refuser d'ouvrir. Une femme, interrogée dans les années 1990, a raconté avoir trouvé son acte de naissance dans une boîte de sa défunte mère adoptive. Le certificat portait l'entête de l'organisation Lebensborn. Elle avait presque 60 ans. Elle n'avait jamais su. D'autres ont grandi en sachant que quelque chose n'allait pas, sans savoir quoi. Un parent adoptif qui coupait court à certaines conversations. Une histoire de famille qui ne tenait pas vraiment debout. Un document que personne ne pouvait vraiment expliquer. Les foyers eux-mêmes étaient des lieux de contrôle institutionnel absolu. Tout ce qui s'y passait était consigné, classé et archivé. La SS tenait des registres détaillés des évaluations raciales, des résultats médicaux, des poids à la naissance, des étapes du développement. Dans certains foyers, les enfants étaient photographiés à intervalles réguliers, des portraits cliniques officiels documentant leur développement physique, comme preuve du succès biologique du programme. Ce n'étaient pas seulement des enfants. C'étaient des points de données dans la grande expérience de Himmler. Mais même dans le monde aseptisé des foyers Lebensborn, la violence du système global n'était jamais loin. Les femmes jugées racialement inadéquates après un premier examen étaient expulsées. Les femmes tombant malades de pathologies héréditaires étaient renvoyées. Un ancien employé de foyer, témoignant après la guerre, a raconté avoir vu une femme être informée du rejet de sa candidature à cause d'un arrière-grand-parent d'origine non germanique. La détresse de cette femme, dit l'employé, était extrême. Elle n'avait nulle part où aller. Le système s'en moquait. Le système avait un quota à remplir. Et alors que la guerre étendait l'emprise de l'Allemagne sur l'Europe, le programme allait trouver une nouvelle source de matières premières, bien plus brutale. Septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Au printemps 1940, le Danemark et la Norvège sont tombés. La France suit. Au début des années 40, la Wehrmacht occupe de vastes étendues d'Europe, de la côte atlantique française aux steppes de l'Union soviétique. Pour Heinrich Himmler, ce n'était pas seulement une conquête militaire, c'était une opportunité. Dans les territoires occupés, le programme Lebensborn a transformé ce qui existait en Allemagne. Un programme de participation volontaire ou semi-volontaire est devenu, surtout à l'Est, quelque chose de qualitativement différent. Des spécialistes raciaux de la SS ont parcouru la Pologne occupée, l'Ukraine, les États baltes et les Balkans, menant des rafles dans les villages et les villes. Ils cherchaient des enfants. Pas n'importe quels enfants, des enfants spécifiques. Les spécialistes raciaux avaient leurs critères. Taille, teint, structure osseuse, couleur des yeux et des cheveux. Un enfant aux cheveux blonds et aux yeux bleus dans un village polonais a attiré leur attention. Un tel enfant, selon Himmler, pourrait porter du sang germanique dilué par des générations de mariages mixtes. Ce sang, affirmait-il, pouvait être récupéré, rapatrié, au sens biologique, ramené au sein du Reich. Le programme pour ce faire s'appelait la germanisation. Et cela a commencé par des enlèvements. Des unités SS et des auxiliaires de police parcouraient les territoires occupés avec des listes et des critères. Dans certains cas, on disait aux parents que leurs enfants étaient emmenés pour leur éducation, pour des soins,
pour un placement temporaire. Dans d'autres, aucune explication n'était fournie. Les enfants étaient simplement emmenés, chargés dans des véhicules, transportés vers l'ouest. Les chiffres sont difficiles à établir précisément, car les registres ont été délibérément détruits ou cachés quand la guerre a tourné. Mais les estimations des enquêtes d'après-guerre suggèrent qu'entre 50 000 et 100 000 enfants ont été enlevés dans la seule Pologne occupée. Certains historiens en estiment plusieurs centaines de milliers à travers l'Europe. De nombreux historiens considèrent 100 000 comme un chiffre prudent et conservateur. Ces enfants étaient transportés dans des foyers Lebensborn spéciaux et des centres de traitement racial. Là, ils subissaient la même batterie d'examens que les femmes allemandes qui avaient rejoint le programme volontairement. Ceux qui réussissaient recevaient de nouveaux noms allemands. Leurs noms polonais, tchèques, ukrainiens ou yougoslaves étaient effacés. Ils étaient confiés à des familles allemandes, souvent sans aucune trace permettant de les retrouver plus tard. On leur disait que leurs parents étaient morts, ou qu'ils les avaient abandonnés, ou simplement que l'Allemagne était désormais leur foyer. Certains étaient confiés directement à des foyers Lebensborn. D'autres étaient placés dans des familles SS ou des familles allemandes ordinaires qui avaient demandé des enfants par les voies officielles sans poser de questions gênantes. Un cas documenté en Pologne illustre l'ampleur de la tragédie individuelle au sein de l'ensemble statistique. Une famille de la région de Zamość, région soumise à l'une des campagnes de dépopulation SS les plus intensives de la guerre, a vu ses 3 enfants enlevés lors d'un ratissage de village en 1943. Les parents ont survécu à la guerre. Pendant des années, ils ont cherché. Ils ont contacté des agences de secours, soumis des noms à des organismes de recherche internationaux, publié des annonces dans les journaux. Ils ont retrouvé un enfant des années plus tard dans un orphelinat allemand. L'enfant ne parlait plus polonais. Il n'a pas reconnu ses parents. On lui avait dit qu'il s'appelait Klaus. Il avait 4 ans quand il a été emmené. Il en avait 9 quand sa mère l'a retrouvé. Ce n'est pas un cas exceptionnel. Il est l'un parmi des centaines de milliers. Les foyers Lebensborn qui accueillaient ces enfants fonctionnaient avec une amnésie délibérée. La documentation était falsifiée. Les origines étaient dissimulées. Parfois, les actes de naissance étaient falsifiés pour prouver une parenté allemande, avec des noms et dates inventés. Les enfants intégraient la population allemande avec des identités créées de toutes pièces. Leur véritable histoire était classée secrète, stockée dans des archives Lebensborn que la SS comptait détruire avant l'arrivée des Alliés. Ils n'ont pas totalement réussi cette destruction, mais les dossiers rescapés étaient fragmentaires, incomplets et volontairement confus. Retrouver la trace d'un seul enfant dans ce système, même avec les archives restantes, demandait souvent des années de travail. Pendant ce temps, en Norvège, le programme prit une autre forme et l'héritage laissé là-bas deviendrait l'un des chapitres les plus étudiés de toute l'histoire du Lebensborn. La Norvège tomba aux mains des forces allemandes en avril 1940. En quelques mois, l'appareil de la SS s'était déjà implanté. À travers le pays occupé et au sein de cet appareil, le programme Lebensborn trouva un terrain extraordinairement fertile. Himmler avait une estime particulière pour la Norvège. Dans son schéma racial, le peuple norrois occupait une position élevée, grand, blond, physiquement vigoureux. Il représentait, selon lui, l'une des souches les plus pures subsistant des anciens peuples germaniques. Pour Himmler, la Norvège n'était pas une nation ennemie conquise. C'était un cousin perdu, et il comptait renforcer les liens entre les deux peuples au sens biologique le plus littéral possible. Les soldats SS et autres militaires allemands stationnés en Norvège étaient encouragés à nouer des relations avec des Norvégiennes. Le cadre idéologique était explicite. Tout enfant né d'une telle union était un cadeau pour les deux nations, un renforcement de la lignée nordique. Des foyers Lebensborn furent établis à travers toute la Norvège. Finalement, il y en eut 9, le plus grand réseau en dehors de l'Allemagne elle-même. Ils offraient les mêmes services que leurs homologues allemands. Soins prénatals, accouchement,
soutien post-natal. Les Norvégiennes enceintes de soldats allemands se trouvaient, dans bien des cas, dans des situations extrêmement difficiles. Dans une nation profondément occupée, les rapports de force entre une armée d'occupation et la population civile n'étaient jamais simples. Certaines relations étaient véritablement volontaires. D'autres se faisaient sous dépendance économique, pression sociale ou coercition directe, rendant le concept de consentement très complexe. Environ 10 000 à 12 000 enfants sont nés de mères norvégiennes et de pères allemands pendant l'occupation. Parmi eux, environ 8 000 sont passés par le système Lebensborn sous une forme ou une autre. La libération de la Norvège en mai 1945 n'a pas apporté la liberté à ces enfants. Elle leur a apporté un autre type de persécution. La société norvégienne, sortant de 5 ans d'occupation, s'est lancée dans un processus d'épuration des collaborateurs. Les femmes ayant fréquenté des soldats allemands ont subi des humiliations publiques. On leur a rasé la tête sur les places publiques, on les a exhibées dans les rues. Certaines ont été poursuivies, d'autres ont été internées. Leurs enfants ont fait les frais de la rage et de la honte d'une société. On les appelait les Tiskerbarn, les enfants d'Allemands. À l'école, ils étaient malmenés, battus et exclus. Dans certains cas, ils ont été retirés à leur mère et placés dans des centres pour handicapés mentaux. Non pas par handicap, mais parce que les autorités norvégiennes les jugeaient génétiquement inférieurs à cause de leur père allemand. Ce n'est pas un détail de l'histoire. Des enquêtes norvégiennes menées dans les années 90 et 2000 ont prouvé que l'État les a discriminés pendant des décennies. Certains ont été envoyés en hôpital psychiatrique, non pas une fois, mais à plusieurs reprises. Certains ont été soumis à des essais pharmaceutiques sans leur consentement. L'État norvégien a présenté ses excuses officielles en 2005. Un fonds d'indemnisation a été créé. Mais pour beaucoup de survivants, ces excuses sont arrivées trop tard. Une femme de 80 ans a témoigné devant le Parlement norvégien avoir passé 30 ans dans une institution. Elle n'était pas malade mentale. Elle a été classée comme déficiente à 7 ans parce que son père était un soldat allemand. Elle a passé les décennies suivantes à combattre une bureaucratie qui avait décidé de sa valeur avant même qu'elle ne puisse parler. Son cas n'était pas unique. En Allemagne, pendant ce temps, les enfants Lebensborn restés au pays ont été confrontés à un autre type de silence. À l'effondrement du Reich, les familles SS ont brûlé les documents. Les parents adoptifs n'ont rien dit aux enfants. Les registres officiels qui définissaient l'existence même de ces enfants ont été dispersés, cachés ou détruits. Des milliers de personnes nées dans le système Lebensborn ont grandi dans l'Allemagne d'après-guerre sans savoir qui elles étaient. Sans savoir que leur naissance avait été programmée. Sans savoir que leur identité avait été construite par l'appareil administratif de la SS. Sans savoir que quelque part, dans des archives scellées, un dossier contenait la vérité sur leur identité réelle. Certains s'en doutaient. Certains ont découvert des fragments. Et d'autres, en vieillissant. Et quand la société allemande a commencé à ouvrir les archives, elle a découvert toute la vérité et en fut anéantie. La question de ce qui s'est passé à la chute du Reich et de qui en était responsable allait définir les décennies d'après-guerre. Au début de l'année 1945, l'architecture du Reich s'effondrait. Les forces soviétiques avançaient depuis l'Est. Les forces américaines et britanniques poussaient depuis l'Ouest. La SS, qui avait créé et administré le programme Lebensborn, battait en retraite. L'ordre fut donné de détruire tous les dossiers. Les administrateurs SS des foyers Lebensborn en Allemagne et en Europe occupés reçurent l'ordre de brûler les fichiers, de broyer les documents et d'évacuer. À certains endroits, cela fut fait avec la rigueur que l'on attend d'une organisation ayant passé 10 ans à parfaire sa précision bureaucratique. Des systèmes d'archivage entiers disparurent. Ailleurs, l'effondrement fut trop rapide. Le personnel s'enfuit. Des documents furent abandonnés dans des classeurs, des sous-sols et des entrepôts, où ils furent finalement récupérés par les Alliés et les enquêteurs allemands. Ce qui a survécu était fragmentaire, mais c'était suffisant.
L'organisation Lebensborn fit l'objet d'une enquête dans le cadre plus large du procès de Nuremberg. Le dossier 8, jugé par le tribunal militaire américain en 1947 et 48, était connu sous le nom de procès Rucha, du nom du Bureau central pour la race et la colonisation de la SS, qui supervisait le tri racial et les enlèvements. 8 accusés furent jugés pour leur rôle dans le programme de germanisation, qui incluait l'enlèvement d'enfants et le traitement racial forcé de civils. Les accusés ont utilisé divers arguments pour leur défense. Plusieurs ont affirmé que les foyers Lebensborn n'étaient que des maternités, des institutions caritatives soignant les mères dans le besoin. Ils ont nié avoir eu connaissance du processus d'enlèvement, programme. Ils affirmaient que les enfants placés dans des foyers allemands étaient des orphelins ou avaient été volontairement abandonnés par leurs parents. Ils se présentaient comme des administrateurs sociaux et non comme des ingénieurs raciaux. Le tribunal n'a pas été convaincu. Ulrich Greifeld, l'administrateur en chef de l'organisation responsable de la politique de germanisation, a été condamné à la réclusion à perpétuité. D'autres ont reçu des peines allant de 25 ans à la durée déjà purgée. Greifeld est mort en prison en 1949. Plusieurs autres ont été libérés plus tôt grâce aux dispositions d'amnistie des années 50, alors que l'Allemagne de l'Ouest et les alliés occidentaux concentrèrent leur attention sur la guerre froide naissante et sur la nécessité pratique de reconstruire la société allemande avec le personnel disponible. L'accusation spécifique d'enlèvement d'enfants était, en termes juridiques, sans précédent. Le tribunal a dû élaborer un cadre pour poursuivre l'enlèvement systématique d'enfants en tant que crime contre l'humanité. Les arguments avancés lors de la 8e affaire ont contribué au développement du droit international concernant le génocide culturel et le transfert forcé d'enfants, des éléments qui apparaîtraient plus tard dans la Convention sur le génocide de 1948. Mais les procédures judiciaires, aussi importantes soient-elles, ne pouvaient pas défaire ce qui avait été fait. Elles ne pouvaient pas rendre un enfant à des parents morts en cherchant leur progéniture. Elles ne pouvaient pas restituer une identité volée. Elles ne pouvaient pas effacer les années passées dans une institution norvégienne par une fille considérée comme déficiente parce que son père avait porté le mauvais uniforme. Heinrich Himmler lui-même n'a jamais été jugé. Il a été capturé par les forces britanniques en mai 1945 alors qu'il tentait de fuir déguisé. Lorsque ses ravisseurs ont découvert son identité, il a croqué une capsule de cyanure et est mort en quelques minutes. L'homme qui avait conçu le programme, qui en avait rédigé les documents fondateurs, qui avait signé les ordres ayant tout déclenché, a échappé au jugement que les tribunaux ont exigé de ses subordonnés. Ces archives, cependant, ont en partie survécu, et elles racontaient une histoire qu'aucun argument de la défense ne pouvait occulter. Le programme Lebensborn avait, selon sa propre documentation interne, enregistré environ 8000 naissances, rien qu'en Allemagne, entre 1936 et 1945. En Norvège, entre 8000 et 12 000 autres. Dans d'autres territoires occupés, les chiffres sont moins précis mais restent importants. Le programme d'enlèvement avait arraché des centaines de milliers d'enfants à leurs familles à travers l'Europe de l'Est. Parmi ces enfants, le sort précis de la majorité demeure inconnu à ce jour. Des organisations internationales de recherche ont travaillé pendant des décennies après la guerre pour réunir les familles. Le Service international de recherche, basé à Harolsen en Allemagne, a accumulé des millions de documents, constituant la plus grande archive au monde liée à la persécution nazie. Les archives Lebensborn qui ont survécu ont finalement été intégrées à cette collection. Elles sont devenues une ressource pour les recherches. Mais un document dans une archive n'est utile que si l'on sait qu'il existe, et des dizaines de milliers d'enfants Lebensborn ont grandi sans savoir qu'il y avait quoi que ce soit à chercher. Pendant des décennies après la guerre, le gouvernement allemand a résisté à une divulgation complète. Ce n'était pas simplement une question de lenteur bureaucratique. Il existait des intérêts institutionnels actifs pour garder les archives Lebensborn sous scellé. Les familles adoptives, dont beaucoup étaient des citoyens allemands respectables d'après-guerre, ne voulaient pas que l'histoire soigneusement entretenue de leur famille soit bouleversée. D'anciens membres de la SS,
dont certains avaient eu des enfants par le biais du programme, ne voulaient pas que des liens biologiques soient établis. Et les enfants eux-mêmes, devenus adultes, étaient souvent confrontés aux implications de ce qu'ils pourraient découvrir. La première ouverture juridique significative eut lieu dans les années 60, lorsqu'une poignée d'individus parvinrent à obtenir des dossiers partiels. Mais ce n'est qu'à la fin des années 80 et dans les années 90, alors que la guerre froide prenait fin et que l'Allemagne entamait une période soutenue de confrontation historique avec son passé nazi, que les archives commencèrent à s'ouvrir de manière significative. Des organisations créées spécifiquement pour soutenir les survivants du Lebensborn virent le jour en Allemagne et en Norvège. Elles aidaient les individus à naviguer dans la bureaucratie des demandes d'archives, apportaient un soutien pendant le processus de découverte et, finalement, mettaient en relation des personnes qui se cherchaient mutuellement. Certaines de ces rencontres ont abouti à des retrouvailles entre enfants et familles biologiques, parfois au-delà des frontières nationales, parfois au-delà des langues, parfois au-delà d'un fossé de 70 ans ou plus. L'une de ces retrouvailles, documentée dans la presse allemande, concernait une Polonaise d'une 60aine d'années et un Allemand qui avait été élevé comme enfant unique. On avait dit à la femme que son fils, alors nourrisson, était mort peu après son enlèvement lors des déportations de Zamość en 1943. Elle l'avait pleuré pendant 60 ans. On avait dit à l'homme qu'il était allemand, que ses parents étaient morts pendant la guerre et qu'il avait eu la chance d'être placé dans une bonne famille. Grâce aux archives d'Arolsen et à une organisation allemande de recherche, ils ont été mis en contact. Des tests ADN ont confirmé leur lien de parenté. La réunion s'est déroulée avec l'aide d'un interprète. La femme avait 84 ans. L'homme en avait 65. Elle est décédée 2 ans après qu'ils se sont retrouvés. En Norvège, le processus de reconnaissance a pris une dimension publique particulière. Les survivants des foyers Lebensborn norvégiens, les soi-disant enfants de la guerre, se sont organisés politiquement, ont fait pression sur leur gouvernement et ont fini par imposer une enquête officielle. L'enquête, achevée en 2002, était accablante. Elle a confirmé que l'État norvégien n'avait pas seulement échoué à protéger ses enfants après la guerre. Dans de nombreux cas documentés, il avait activement participé à leur persécution. Le processus d'indemnisation qui a suivi a été contesté et lent. Beaucoup de survivants ont estimé que le montant proposé, équivalent à quelques milliers d'euros, était insuffisant, non seulement sur le plan financier, mais aussi symboliquement. Elles ne reconnaissaient pas les décennies d'institutionnalisation, les stérilisations forcées rapportées par certains survivants, ni la nature systématique de ce qui avait été fait. Certains survivants ont entièrement refusé l'indemnisation. Un homme, s'exprimant auprès d'un diffuseur norvégien en 2010, a simplement déclaré « Ils veulent me payer pour que je me taise. Je ne me tairai pas ». Il avait 70 ans. Il avait passé 32 de ses années en institution. On lui avait dit toute sa vie qu'il était déficient mental. Il n'avait jamais été déficient mental. Il avait été gênant. En Allemagne, les descendants des participants au Lebensborn, pas seulement les enfants eux-mêmes, mais aussi leurs propres enfants et petits-enfants, se sont de plus en plus engagés avec cette histoire. Un nombre restreint mais significatif d'Allemands, nés dans les années 50 et 60, ont découvert, grâce aux bases de données ADN et à la recherche généalogique, que leurs parents ou grands-parents étaient liés au programme Lebensborn. Cette révélation porte un poids émotionnel complexe. Il n'existe pas une seule façon de gérer le fait que l'histoire de sa famille soit liée à un système conçu pour engendrer des êtres humains au service d'une idéologie. Certains en ont écrit. Certains ont cherché à suivre une thérapie. Certains ont voyagé en Norvège ou en Pologne pour rencontrer l'autre côté d'une équation familiale créée par la force. Les archives, aussi imparfaites soient-elles, continuent de livrer des réponses. De nouvelles méthodologies, en particulier la généalogie génétique, les mêmes outils utilisés pour résoudre des affaires criminelles non élucidées, ont permis d'établir des liens que les archives papier seules ne pouvaient pas révéler. Un enfant enlevé en 1943, placé dans une famille allemande, élevé sous une fausse identité, est aujourd'hui une personne octogénaire qui pourrait partager son ADN avec des cousins à Varsovie ou à Cracovie, lesquels cherchent depuis des années la moindre trace d'un membre de la famille disparu.
La recherche continue. Elle ne s'arrête pas. Et à mesure que les survivants vieillissent, l'urgence grandit. Il existe une forme particulière de chagrin qui appartient spécifiquement à ceux qui découvrent, tard dans leur vie, que l'histoire qu'on leur a racontée sur eux-mêmes est fausse. Ce n'est pas exactement le chagrin de la perte, même s'il y a de la perte en cela. C'est le chagrin du déracinement, celui de se tenir dans une vie qui, soudainement, a une adresse différente. Les survivants du Lebensborn qui se sont exprimés publiquement au cours des décennies qui ont suivi la guerre ne forment pas un groupe monolithique. Ils viennent de pays différents, de circonstances différentes, d'expériences différentes. Certains sont nés en Allemagne de mères allemandes qui ont intégré le programme en ayant une certaine conscience de ce que c'était. D'autres sont nés en Norvège de femmes qui entretenaient des relations compliquées et souvent forcées avec des soldats allemands. D'autres ont été enlevés alors qu'ils étaient de jeunes enfants en Pologne, en Ukraine ou en Yougoslavie occupée et n'ont presque aucune information fiable sur leurs origines biologiques. Ce que beaucoup d'entre eux partagent, c'est l'expérience du silence institutionnel, le sentiment qu'un monde officiel savait quelque chose à leur sujet, mais refusait de le révéler. Guntram Weber, qui n'est pas son nom d'origine, s'il en a jamais eu un, est né dans une maison Lebensborn en Bavière, en 1943. Il a été adopté bébé par une famille allemande. Il a grandi sans rien savoir de ses origines. Adulte, il s'est intéressé à la généalogie et a découvert, grâce à une combinaison de recherches dans les archives et de tests ADN, que sa mère biologique était une Norvégienne qui était passée par le programme. Son père biologique était un officier SS dont certains dossiers ont survécu. Il a passé des années à tenter d'en apprendre davantage. Il a écrit aux archives. Il a adressé des demandes au gouvernement allemand. Il a travaillé avec des organisations dédiées à la recherche sur Lebensborn. Il a fini par se rendre en Norvège et y a trouvé une communauté de personnes dont les histoires étaient des variantes de la sienne. Il a écrit sur cette expérience en des termes qui résonnent largement parmi les survivants, évoquant le sentiment que les faits les plus fondamentaux de son existence avaient été classifiés, comme s'il était un secret d'État plutôt qu'une personne. C'est ce langage qui revient sans cesse, secret d'État, données, produit du programme. Hildegard Trutz, une Allemande qui a été placée dans une maison Lebensborn à la fin des années 30 et qui a consenti à des liaisons répétées avec des hommes de la SS sous l'encouragement du programme, a livré l'un des premiers témoignages d'après-guerre sur cette expérience. Elle a décrit la pression idéologique qui régnait dans ces foyers, la manière constante de présenter la reproduction comme un devoir et le corps comme un instrument du Reich. Elle a raconté qu'après avoir donné naissance à 3 enfants, tous placés pour adoption, on lui avait dit qu'elle avait bien servi l'Allemagne. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas su pendant de nombreuses années où se trouvaient ses enfants. Elle a fini par retrouver l'un d'eux. La réunion, selon son récit, fut incomplète. L'enfant, devenu jeune adulte, avait grandi avec une fausse histoire et ne savait pas comment intégrer la vérité dans la vie qu'il s'était construite. Certaines vérités sont arrivées trop tard pour être pleinement assimilées. Anna Zmijewska, une Polonaise interrogée par le service de recherche de la Croix-Rouge en 1948, a raconté avoir vu sa fille être emmenée de son seuil par 2 hommes en uniforme. L'enfant avait 2 ans. On lui a dit que l'enfant était emmené pour un examen médical. Elle ne l'a jamais revu. Elle a passé les 30 dernières années de sa vie à la chercher. Elle est morte sans l'avoir retrouvée. Que cet enfant ait survécu, ait été placé dans une famille allemande et ait grandi en parlant allemand dans une ville dont sa mère n'a jamais connu le nom, cette question n'a pas de réponse documentée. Il existe des milliers de questions similaires. Certaines n'auront jamais de réponse. La littérature psychologique sur les survivants du Lebensborn est relativement limitée, en partie parce qu'il a été difficile d'identifier cette population et en partie parce que de nombreux survivants ont été réticents à participer à la recherche académique. Mais les études existantes décrivent des schémas récurrents, perturbation de l'identité, difficulté à établir des liens stables, une sensibilité particulière aux questions d'appartenance et d'origine, des rêves récurrents de recherche. Une psychologue ayant travaillé en profondeur avec les enfants de guerre norvégiens a décrit un phénomène qu'elle a appelé la confusion généalogique.
un terme apparu plus tôt dans la littérature sur l'adoption, mais particulièrement pertinent ici. Lorsque les fondements de l'identité d'une personne, son nom, ses parents, sa nation, son histoire, ont été fabriqués par une institution à des fins idéologiques, la reconstruction de soi qui doit s'ensuivre compte parmi les tâches psychologiques les plus exigeantes qu'un être humain puisse entreprendre. Certains s'y sont attelés, d'autres n'ont pas pu. Certains s'y sont attelés et ont trouvé, de l'autre côté, quelque chose avec quoi ils pouvaient vivre. Et certains, bien avancés dans la vieillesse, cherchent encore. En 1936, Heinrich Himmler rédigea un mémorandum à l'attention de son personnel. Il contenait une projection. D'ici 1980, estimait-il, le programme d'élevage sélectif de la SS aurait produit une quantité suffisante d'Allemands racialement supérieurs pour transformer de façon permanente le caractère démographique et culturel de l'Europe. Le programme, selon ses propres mots, fonctionnerait de lui-même. La machine était fiable. La population suivrait. Il s'est trompé sur la projection. Il s'est trompé sur la machine et il s'est trompé sur la population. Mais la machine a fonctionné pendant 9 ans et les conséquences de ces 9 années sont encore en train d'être évaluées. Le programme Lebensborn représente quelque chose qui ne s'inscrit pas parfaitement dans les catégories que nous utilisons habituellement pour discuter des atrocités nazies. Ce n'était pas un camp de la mort. Il ne produisait pas de cadavres dans le sens industriel immédiat, comme des lieux tels qu'Auschwitz ou Treblinka. Ces victimes, les femmes qui passaient par ces foyers, les enfants qui naissaient ou étaient enlevés dans son système, survivaient souvent. Beaucoup ont vécu de longues vies. Beaucoup ont eu leur propre famille. Mais ce qui leur a été fait constitue une violation des catégories humaines les plus fondamentales que nous possédons. La violation du lien entre parents et enfants, la violation de l'identité personnelle, la violation du droit de connaître sa propre histoire, la réduction des êtres humains à leurs fonctions biologiques, la transformation de la reproduction, le processus humain le plus intime, en un programme industriel administré par l'État. Ces violations ne diminuent pas avec le temps, elles s'accumulent. Les enfants du programme Lebensborn, ceux nés dans ces foyers et ceux enlevés pour intégrer son système, sont, à l'heure où nous parlons, âgés de 70, 80, voire 90 ans. Certains ont passé toute leur vie d'adulte sans connaître la vérité sur leurs origines. D'autres ont découvert la vérité et ont passé le reste de leur vie à tenter de reconstruire une identité à partir de fragments. Certains sont morts en cherchant encore. Leurs enfants et petits-enfants portent les conséquences. Une histoire qui a été cachée ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle change de forme. Elle refait surface dans des tests ADN réalisés par curiosité, dans des photos de famille qui ne semblent pas tout à fait cohérentes, dans des antécédents médicaux qui ne correspondent pas aux histoires racontées à table. Le gouvernement allemand a fait des progrès significatifs dans l'ouverture des archives. Le gouvernement norvégien a présenté ses excuses. Les ressources généalogiques internationales ont rendu possible des recherches qui étaient inimaginables il y a 20 ans. Les chercheurs, archivistes et défenseurs des survivants qui ont consacré leur carrière à cette histoire ont accompli un travail essentiel. Mais plusieurs choses doivent être dites clairement. Le bilan complet n'est pas achevé. Les estimations du nombre d'enfants enlevés dans le cadre du programme de germanisation varient de 50 000 à 400 000. Le chiffre le plus élevé de cette fourchette n'est pas une estimation marginale. Il est accepté par des historiens sérieux. Le sort de la majorité de ces enfants n'a jamais été établi. Certains ont été tués lorsqu'ils ont échoué au test de sélection raciale. Certains sont morts dans des foyers allemands lors des bombardements alliés. Certains ont survécu à la guerre, ont été placés dans des orphelinats et ont disparu dans le chaos de l'après-guerre. Certains sont encore en vie, toujours inconnus d'eux-mêmes et des familles qui les ont perdus. Il y a aujourd'hui des personnes dont le nom a été changé avant même qu'elles puissent s'en souvenir, à qui l'on a raconté de fausses histoires sur leurs origines avant qu'elles puissent remettre en question ces récits, qui ont été insérés dans une lignée généalogique construite pour servir une idéologie dont elles ne savaient rien et contre laquelle elles n'auraient pas pu consentir à résister. Elles méritent de savoir, non pas comme un geste politique, ni comme une forme de clôture.
Il n'existe aucune forme de clôture possible pour ce qui leur a été fait, mais il s'agit d'une reconnaissance de la revendication humaine la plus fondamentale, le droit de savoir qui l'on est et d'où l'on vient. À la fin des années 1980, une documentariste allemande travaillant sur un projet concernant le programme Lebensborn a retrouvé une femme née à la maison de Steinering, tout premier établissement Lebensborn, ouvert en 1936. Elle avait un peu plus de 50 ans. Elle savait depuis la majeure partie de sa vie adulte qu'elle était un enfant Lebensborn. Elle disait avoir trouvé une certaine forme de paix avec cela. Elle s'était construite une vie. La réalisatrice lui a demandé ce qu'elle voulait que les gens sachent à propos du programme. Elle réfléchit un instant. Puis elle dit « Ils voulaient créer une race supérieure. Ils ont engendré des gens qui ont passé toute leur vie à essayer de découvrir qui ils étaient. Voilà ce qu'ils ont fait. » C'est une accusation qu'aucun procès n'a pleinement saisie. C'est une conséquence qu'aucune peine ne traite de manière adéquate. Le programme Lebensborn n'était pas une note de bas de page dans le projet nazi. C'en était l'une des expressions centrales, la tentative d'appliquer toute la puissance d'un État industriel moderne à la transformation du destin biologique humain. Il a échoué, mais il a laissé derrière lui un coup humain qui s'étend sur 3 générations et continue de se déployer. S'en souvenir clairement n'est pas un exercice académique, c'est un devoir moral. Les enfants qui ont été élevés pour Hitler n'ont pas choisi leurs origines, mais c'est à nous d'en rendre compte, et le silence qui les a entourés si longtemps est en soi une forme de complicité que nous devons refuser de répéter. Leurs noms ont été changés, leurs histoires volées, leurs identités fabriquées par un État qui les considérait comme des instruments. Mais ils n'étaient pas des instruments. C'étaient des êtres humains. Ce sont des êtres humains, et ils attendent encore d'être reconnus. Si cette histoire vous a ému, interpellé, ou vous a aidé à voir la Seconde Guerre mondiale différemment, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des histoires puissantes, des voix oubliées et davantage de vérité du passé. Alors, si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons à construire ce voyage ensemble. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous lisons chacun d'entre eux et adorons découvrir vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Epiquoire. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.